Hello les amis, on est samedi 4 avril 2020 et on est toujours confiné. Alors je tiens à rassurer tout le monde, j'ai passé une super nuit de sommeil, 6 heures de sommeil, ça m'est pas arrivé depuis des lustres, je suis en pleine forme. C'est la première fois que je fais une émission dont je connais déjà le titre. J'ai le choix entre on a déjà gagné mais vous ne le savez pas, ils ont déjà perdu mais ne le savent pas. On verra laquelle des deux je mets. Ce qui ne doit pas nous inciter à ne pas continuer à nous battre pour atteindre un plus grand nombre. J'ai eu dans mes emails de ce matin, j'ai vu qu'un journaliste essayait de me joindre pour passer en direct sur une émission de C8. Évidemment, j'ai pas le temps d'aller à Paris sur C8. Donc on a fait un petit enregistrement Skype. Il est super sympa ce journaliste, mais honnêtement il cherche les théories du complot, donc je pense qu'on a enregistré à peu près une demi-heure. Je pense que je vais passer 0. Je suis pas assez complotiste pour eux, je pense. Mais il m'a donné quand même un chiffre très intéressant. Il m'a dit que, selon un sondage, alors je sais pas s'il est public ou privé ce sondage, 26% des Français ne croyaient plus aux médias. Et ça, c'est franchement la bonne nouvelle du jour. Vous vous rendez compte que malgré le fait que nous avons sur les plateaux de télé des gens incompétents, interviewés par des journalistes incompétents. Et malgré cela, 26% des Français ne croient plus en eux. Vous vous rendez compte un peu? Donc ça, c'est la puissance que je vous expliquais hier. Hein. L'information, elle est toujours comme ça. C'est une pyramide. Hein. C'est un qui maîtrise l'information et qui diffuse. Ils ont toujours pas compris que la puissance de l'Internet, c'est la base qui remonte, et ça fait une pyramide inverse où le sens est complètement inversé. C'est la base qui va commander au haut de la pyramide. Ça, soyez-en conscients. Tous ensemble, on est fort. On est fort. Divisé, on est nul. Mais attention quand même, parce que je parlais déjà moi du traitement du docteur Raoult dans mes émissions depuis fort longtemps. J'ai découvert qu'il y avait un groupe Facebook qui a déjà dépassé les 400 000 membres, intitulé Didier Raoult vs le coronavirus. Et je pense que 99,999% de ses membres ne connaissaient rien au docteur Raoult quand j'ai commencé à me faire mes émissions sur lui. Mais j'ai découvert qu'il se refusait à publier mes émissions. Vous voyez, j'ai 3 publications en attente. Et c'est des vieilles, hein, parce que hier je me dis, ah tiens, c'est vrai qu'à ce groupe-là, je vais encore publier une. Et en y allant, j'ai vu, vous avez encore 2 publications en attente. Voilà, je posterai une connerie à 2 balles, une photo rigolote, je ferai publier. Ça, c'est la nouvelle génération. Le travail de fond, les recherches de fond ne les intéressent pas, trop compliqué à suivre. Des trucs courts, des images chocs. Et c'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes, qui aurait pu devenir un énorme succès, a fait pshit, parce qu'ils se sont dispersés, ils voulaient pas de chef. N'importe quel mouvement sans chef, ça marchera jamais. Moi, j'ai aucune prétention à être chef, hein. Franchement, je vous le dis tout de suite. Hein. Je veux dédier cette émission à l'immense Claire Sévrac, qui était très en avance sur ce que nous réservait cette élite mondiale, dominée par Big Pharma, que je dénonce depuis plusieurs années. Et je vous présente ici, si vous avez des envies de lire parce que vous êtes confinés, des livres qu'il faut absolument avoir lus. Je mettrai le lien vers les éditions Elie et Mado. C'est sa fille qui a repris, à Claire, avec qui je discute beaucoup en ce moment. Je vous rappelle que le savoir est une arme et que beaucoup d'entre vous commencent à s'éveiller à beaucoup de choses que nos élites nous cachent, pire qu'elles laissent faire. Donc résumons un peu. Une épidémie se répand en Chine, avec des images assez impressionnantes diffusées sur le net. Même moi, je me suis commandé des masques, comme montré dans mes précédentes émissions en janvier, au cas où. Hein. Notre gouvernement, lui, qui est payé par nos impôts, lui disait que c'était inutile, voire se foutait de notre gueule en disant « Ah oui, mais les masques, c'est technique, c'est compliqué à mettre. » Mais attends, mais pour arriver à ma vidéo d'hier, où les douanes confirment qu'aucun masque n'est arrivé en France en janvier, février, mars.
Et c'est pas l'usine que Macron a visitée capable d'une production anecdotique qui peut à peine servir nos 1% de besoins nationaux, même si d'ici la fin de l'année, ça montera en puissance, mais même à la fin de l'année, les 4 entreprises françaises de masques vont accroître leur production et ce faisant permettre de porter l'effort national de 15 à 40 millions d'unités par mois courant avril. Mais il faut encore importer massivement et vite, admet lui-même Macron, plus d'1 milliard venant de la Chine, avec des commandes supplémentaires qui sont d'ores et déjà passées, on verra si elles arrivent, car les besoins pour le personnel soignant et les EHPAD sont évalués à 40 millions par semaine. Donc il va arriver en avril à 40 millions, mais ça c'est le chiffre très optimiste, par mois, pour un besoin de 40 millions par semaine, uniquement pour les EHPAD et les personnels soignants. Ben. Il y a tout le reste aussi à faire, donc vous voyez qu'on est loin et que ce gouvernement a fauté, failli, rien que dans ce domaine. Rien que sur ce point, il devrait y avoir démission, sanctions, car des gens sont morts, dont des médecins, pour cette incompétence grave des services de l'État. Non seulement personnel démissionné, mais ils ont viré personne et aucune sanction à l'horizon. C'est des gens qui sont payés une fortune avec nos impôts, ils en sont là. Les médias et les journalistes sont à la botte de ce gouvernement et au lieu de titrer au scandale, ils prônent l'unité nationale et se demandent même comment on peut critiquer le gouvernement. Hier, Yves Calvi, qui se prend pour une espèce de journaliste star, a le toupet d'inviter le même jour Karine Lafont, médecin dont on sait tous qu'elle est payée par Big Pharma, sauf lui apparemment, venir encore cracher sur le docteur Raoult. Puis il invite Éric Woerth, qui a été le premier des fossoyeurs de l'hôpital public, en lui demandant « Ah, mais vous trouvez normal que l'on critique Macron ?» Et lui se dit journaliste. Non mais attends. Et lui est payé une fortune. Attends, messieurs de Canal+, messieurs de RMC, prenez un jeune qui vous coûte le SMIC et virez-le, quoi. Vous allez faire des économies, parce que c'est pour se poser des questions aussi cons et inviter des gens aussi incompétents, excusez-moi. Les masques, les Français voient bien. Enfin, il y en a encore beaucoup qui sont aveugles, hein, mais il faut continuer à les réveiller, que le gouvernement a fauté et qu'il continue à mentir. Ensuite arrive l'hydroxychloroquine. Donc là, c'est le scandale du siècle. On a le meilleur service d'infectiologie au monde, l'un des meilleurs spécialistes au monde, qui a trouvé sans prétention aucune, hein, et il n'a pas voulu faire un test grandeur nature nationale, que l'hydroxychloroquine associée à un antibiotique, ça soignait. Et donc, on lui a mis des bâtons dans les roues. Déjà, aucun journaliste n'a posé la question, à aucun moment, à Jérôme Salomon ou à Agnès Buzyn, pourquoi le Plaquenil, l'hydroxychloroquine, qui était en vente libre, est devenu subitement plus que uniquement sur ordonnance à partir du 13 janvier 2020. Personne. Ça aussi, il faut que les Français le sachent. Ça aussi, il faut que vos députés le sachent. Écrivez tout ça, prenez une note et écrivez, posez des questions aux députés. Pourquoi le Plaquenil, le 13 janvier 2020, a été mis sous ordonnance? Ensuite, ils ont interdit l'hydroxychloroquine. Ensuite, ils l'ont autorisé. 24 heures. Ensuite, ils l'ont réservé uniquement aux patients au stade final du Covid. Là où l'hydroxychloroquine n'a aucun effet. Là aussi, demandez à vos députés pourquoi. Parce qu'il y a vos députés qui sont alors là, de la France insoumise, écolo, socialiste, républicain, RN, il y en a peu, RN, il y en a que 2, je crois. En Marche, on les entend pas. Hein. Ils sont confinés chez eux, ils sont tous partis dans leurs résidences au Maroc, là, c'est quoi le truc? Ils sont là encore? Il y a quelqu'un? Oh ouais. Et donc, il faut leur poser la question. Pourquoi on ne veut autoriser que ce traitement quand il n'y a plus de charge virale et qu'il ne sert à rien? Donc on a donné un petit jeune que je vous ai présenté, là, Vincent Dubé, 39 ans, spécialiste de rien, qui n'est aucune dans les communicable diseases, qui est inconnu au bataillon, faire une étude randomisée. Donc, sur 1300 patients, donc la moitié en placebo et la moitié en traitement. C'est-à-dire que la moitié en placebo, on va rien leur donner, on va les laisser mourir. Vous vous rendez compte un peu de ça? On va les laisser mourir. Bah oui, puisqu'on leur donne rien.
Moi, je sais pas comment on fait pour accepter ce genre de choses. Ça me dépasse. Pendant ce temps-là, on a démontré dans toutes les émissions que l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine était majoritairement plébiscité par maintenant 6227 médecins. Je vous parle de médecins à travers le monde. L'Algérie vient encore de déclarer que tout le monde sera traité à ça. Voilà. En France, eh ben en France, qu'est-ce qu'on fait on préconise l'association lopinavir-ritonavir. Et là aussi, je vous ai montré que ces deux antiviraux avaient des effets secondaires graves. On s'intéresse aux effets secondaires de l'hydroxychloroquine, mais on ne s'intéresse pas aux effets secondaires de ces deux antiviraux. Il y a marqué sur les notices, attention, peut mettre la vie de la personne en danger. Quand il y a d'attention artérielle et des problèmes circulatoires, d'attention artérielle donc, et des problèmes cardiaques. C'est plus de 50% des cas en Italie, les gens qui sont morts avaient des problèmes cardiaques et des problèmes de tension artérielle. Et donc on leur donne ça. Mais on ne fait aucune étude. On va s'occuper que d'hydroxychloroquine qui, elle, marche. Tous les médecins s'en auto-prescrivent quand ils ont le Covid et ça marche. On ne va plus continuer à faire des émissions en montrant des analyses. Pendant ce temps-là, le gouvernement, pour masquer son incompétence, dit aux EHPAD de ne plus appeler les hôpitaux pour ne pas les encombrer pour les patients atteints, graves, et leur donne l'autorisation d'administrer du Rivotril afin de les tuer. Et là aussi, j'ai trouvé un journal corse qui en parle, et c'est tout. Ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours que le décret est sorti, et les journalistes, ils font pas. Donc là, c'est plus 26% qu'il faut des Français qui ne croient plus aux journalistes. J'aimerais bien qu'on atteigne 100%, que les gens les virent, ceux de la télé, ceux de la radio, qu'il n'y en ait plus, parce qu'ils sont à la botte, ils sont nuls. Soit ils sont très très incompétents, ils n'ont plus à faire journaliste, soit ils sont payés aussi par Big Pharma. Voilà, donc nous sommes le 31 mars. Je m'appelle Eric, je suis de Strasbourg. Ça fait 25 ans que j'habite à Hong Kong ici. Et Hong Kong, c'est donc une ancienne colonie britannique, mais c'est une ville de 7 millions d'habitants, 95% de Chinois bien sûr, et avec une densité de presque 7000 personnes au kilomètre carré. C'est-à-dire une densité 60 fois supérieure à celle de la France. Et aujourd'hui, après 3 mois d'épidémie, on doit compter environ 600 cas et seulement 4 décès liés au coronavirus. La grosse différence par rapport aux chiffres auxquels on assiste aujourd'hui, et c'est dramatique en Europe, aux États-Unis, c'est que ici, comme vous le voyez, 100% des personnes portent le masque. Tout le monde porte le masque dans la rue. Il n'y a pas de confinement, seules les écoles sont fermées. Mais par contre, les magasins sont ouverts, les restaurants sont ouverts, le shopping, les centres commerciaux sont ouverts, et comme on le voit, c'est une activité quasiment normale, sauf avec le fait que tout le monde porte le masque. Si on compare par rapport à New York, qui a aussi 8 millions d'habitants et qui compte aujourd'hui jusqu'à 500 morts par jour, c'est dramatique. Le port du masque ici fait toute la différence. Parce qu'on voit que sans obligation légale, sans avoir forcément de contrôle policier à tous les coins de rue, c'est machinalement que les gens sortent de chez eux, sortent du bureau, vont faire leurs courses, ou sortent tout simplement avec le masque en permanence. L'Alsace, qui n'a qu'à 1 800 000 habitants, soit une population de 220 habitants au kilomètre carré, ce qui encore une fois est quasiment 40 fois inférieur à la densité que l'on a ici. On compte aujourd'hui presque 500 morts à la fin du mois de mars. Ici, on est à 4 décès en 3 mois. Cette différence de chiffres est vraiment impressionnante, surtout pour moi qui vis à Hong Kong, qui suis alsacien d'origine et de cœur, et de voir à quel point en Alsace, la situation est compliquée, la situation est tendue, la situation est difficile. Alors qu'il semblerait que le simple fait de porter le masque puisse déjà vraiment être le premier geste barrière. Au niveau collectif, ça fait toute la différence.
Parce que si tout le monde porte le masque, on voit que du coup, les personnes qui sont contaminées ou qui sont porteurs du virus vont le porter forcément. Et ce sont ces gens-là qui vont limiter la progression du virus et la contamination. Voilà, je vous laisse encore quelques images, tout simplement je suis en bas de mon bureau, au coin de la rue, c'est un petit quartier tout à fait normal, qui n'a rien d'exceptionnel. Mais encore une fois, c'est pour vous montrer que quel que soit l'âge moyen des personnes, même ce petit livreur qui est venu avec ses 3 cartons, et tout le monde porte le masque. Voilà, j'espère pouvoir vous donner de meilleures nouvelles encore dans les jours à venir, mais respectez ce geste barrière, il est indispensable, c'est le port du masque. Bonne continuation à tous, portez-vous bien et à très bientôt. La densité qu'il a dit, c'est juste impressionnant, hein, de ce petit Alsacien qui vit à Hong Kong. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce qu'il n'y a pas que le masque, même si là-bas il n'y a que le masque, parce que souvenez-vous, je vous avais montré une vidéo il y a peu d'un Italien qui a montré, pareil, un quartier de Tokyo où il se baladait, où tout était ouvert, mais où les gens avaient du masque ou pas de masque. En sachant que à Tokyo, même avant cette pandémie, il y avait des gens qui se baladaient avec masque. Bien. Il y a une forte pollution, que ce soit à Hong Kong ou à Tokyo. Donc il y avait déjà des gens qui étaient beaucoup habitués à avoir des masques. Mais juste pour vous dire que lui dit que il n'y a pas de confinement parce que ils ont des masques. Et nous avons des gouvernants qui nous ont dit que les masques ne servaient à rien. Et ces gens-là sont toujours en place. Ces gens-là sont toujours payés par nos impôts. Vous vous rendez compte un peu ? Au Japon, ils disaient qu'ils pouvaient sortir car ils avaient un médicament. Ce médicament, je vous l'avais donné, c'était l'Avigan, qui se trouve être un antiviral. Mais apparemment, un antiviral qui marche sur ce virus. 91% d'efficacité. Est-ce que vous avez déjà entendu la France vouloir tester l'Avigan, qui marche au Japon? Moi, jamais. C'est fou ça. On a l'hydroxychloroquine associé à l'azithromycine qui marche, on lui cherche des noises. Il y a l'Avigan qui marche au Japon, on ne veut pas en entendre parler. Bah oui, parce que c'est le laboratoire Fuji. Il ne fait pas vraiment partie des big pharma, petit laboratoire japonais qui est venu sur le tard. Ensuite, vous avez le cas de la Sud-Corée. On va vous montrer les chiffres. Donc, hier, il y a eu en France 82 165, il y avait 82 165 cas, 23 060 nouveaux cas, 6 507 morts. On compare juste par rapport à nos voisins allemands juste au-dessus. Il y a 91 159 cas, donc à peu près 9 000 cas de plus. Il y avait hier que 6 360 cas en plus. Ils en sont à 1275 morts. Donc on va dire 5 fois moins. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe? Si on compare par rapport à l'Italie un peu plus haut, on voit qu'on est à peu près sur le même trend que les Italiens. Mais bon. Et on a l'exemple à suivre, que tout le monde dit que c'est l'exemple à suivre. La Corée, qui a eu des cas bien avant la France. Ils en sont à 10 062 cas. Et attention, la Corée du Sud, c'est pas une île, c'est pas un petit bouton, c'est 52 millions d'habitants, avec une densité plus forte que la nôtre encore. Il n'y a eu que 86 nouveaux cas hier en Sud-Corée. Et depuis le début de la pandémie, ils en sont à 174 morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Corée? Je me le répète. Tester, traiter. T'es négatif, tu travailles. T'es positif, on te traite tout de suite. Traiter à quoi? Avigan ou hydroxychloroquine avec azithromycine. On cherche qui t'a contacté, c'est-à-dire qu'on va chercher dans ton smartphone avec qui tu as été en contact. On trouve cette personne, on teste, on traite. Voilà. Ils sont dehors aussi. Ils sont dehors. Hong Kong est dehors, le Japon est dehors, la Sud-Corée est dehors. Et en France, vous avez vu les chiffres, mais c'est hallucinant, quoi. En France, on donne des autorisations de mort. En France, on n'a pas de masque. En France, on a un traitement, mais on lui cherche des noises. En France, on ne veut pas tester. Ça aussi, c'est un scandale, les tests. Donc là, rendons à César ce qui est à César, c'est à la presse écrite que l'on doit l'inversion de la pyramide. Nous avions, voilà, ça, le 3 avril. Comment la France se prive de 150 000 à 300 000 tests?
Depuis le 13 mars, le gouvernement dispose d'une solution pour augmenter considérablement les capacités de test de la France, mais rien n'a bougé. Les laboratoires départementaux disposent des compétences et du matériel pour procéder à des tests, mais le gouvernement ne leur permet pas de participer au dépistage. Il s'assure pouvoir en faire entre 150 000 à 300 000 par semaine. Je vous rappelle que il y a une semaine, nous avons mis en place avec ma société a permis de prendre des rendez-vous téléphoniques rapidement. 4 tous les 5 minutes sur Marseille. On ouvre un deuxième e-drive sur Marseille où le personnel soignant peut venir se faire tester automatiquement sans sortir de la voiture. Donc ça les rassure. On ouvre un deuxième, voire un troisième point de contact dès lundi matin. Ça s'est répandu. Vous voyez, c'est la base qui le fait. Ça s'est répandu un petit peu partout en France. Des maisons de retraite le font, à Nancy. J'ai vu que dans le Rhône-Alpes, il y avait des solutions, des e-drive devant les EHPAD, voilà. Mais évidemment, on avait toujours ce problème de nombre de tests possibles à réaliser. Mais voilà, donc le magazine Le Point rapporte qu'en Indre-et-Loire, par exemple, différents acteurs concernés s'arrachent les cheveux. Parce que s'il a sorti tout un dossier sur le fait que les laboratoires étaient au chômage technique. Comme je vous avais montré une émission, les cliniques et les hôpitaux privés en chômage technique, grâce à ces émissions, grâce aux remontées terrain, les hôpitaux et les cliniques privées ont été sollicités. Là, Le Point sort un article scandaleux sur le fait que le gouvernement n'autorise pas à faire ces tests, mais la question est pourquoi y a-t-il un journaliste qui va prendre enfin ce Jérôme Salomon, enfin ce Olivier Véran, et de leur demander à quel jeu macabre ils jouent? Est-ce qu'il y a un jour encore journaliste en France qui va leur demander des comptes, des avocats pénalistes, des avocats constitutionnels, je sais pas moi. Mais faites quelque chose, c'est des incompétents. Quand j'entends Yves Calvi qu'il est rassuré chaque fois que Jérôme Salmon vient au pupitre le soir, j'ai envie de vomir. Qui peut encore voir ce mec en peinture? Qui peut encore entendre ces journalistes? Qui? Et donc, ce matin, 6 heures, un tweet d'Olivier Véran qui autorise les laboratoires à faire des tests. Mais, parce qu'il y a toujours un mais avec ce mec-là, il faut une ordonnance médicale. Waouh. Donc vous voyez, il faut vraiment, il y a quelque chose de pourri dans ce gouvernement. Il y a quelque chose de pourri dans tout ce qu'ils font depuis le début de cette crise. Il y a vraiment quelque chose de pourri, fondamentalement pourri. Il n'y en a aucun qui est viré. Ils devraient être virés sur le champ, ces mecs-là. Remplacés par des professionnels. Des vrais professionnels. Là, ce sont des amateurs. Partout, le succès, c'est tester tout le monde, traiter les masques. Ils font faillite sur les 3 domaines. Non seulement ils sont en faillite sur les 3 domaines, mais en plus ils autorisent à tuer. Ils sont encore là. Et les journalistes osent encore dire unité nationale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc remontez ces informations, écrivez à votre député. Le député, il cherche des voix, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Vous lui demandez des comptes, vous faites quoi, là? Pas de test, pas de masque. On n'utilise pas un traitement qui marche. On ne vous entend pas. Pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non? Parce qu'on ne vous entend pas, monsieur. Le professeur Raoult a publié des tests, donc sur la région de Marseille. C'est la zone au monde où il y a eu le plus de tests. Un truc de fou, quoi. 2,5% des Marseillais ont été dépistés. C'est énorme. Donc là, avec l'aide des labos, on peut penser qu'on va monter rapidement à plus de 50% des Marseillais dépistés, très rapidement. Et à la fin du mois, tous les Marseillais seront dépistés, ça c'est sûr et certain, quoi. Donc vous vous rendez compte, tout le monde peut retourner au travail. T'es négatif, tu travailles. Puis c'est tout, point barre, point final. Parce que même, tiens, je repense aux images de Hong Kong, là, vous voyez, il y a le masque, d'accord, mais quand ils vont au resto, ils enlèvent le masque, ils mangent pas à travers le masque. Donc vous voyez, c'est que ça va bien, c'est qu'ils ont un traitement, c'est pas juste le masque qui fait ça. J'y pensais pendant que j'entendais qu'il le disait. Donc, quoi qu'il arrive, ils ont déjà perdu. Pourquoi? Parce que le traitement du professeur Raoult va continuer à se propager dans le monde et à faire son œuvre.
à guérir. Donc là, il faudra qu'ils expliquent pourquoi ils n'ont pas accepté ce traitement. Et les explications vont être très difficiles à fournir. Il faudra qu'ils rendent des comptes sur les masques. Les explications vont être très difficiles à fournir. Il faudra qu'ils rendent des comptes sur les tests. Les explications vont être très difficiles à fournir. Tous les jours qui passent, les gens s'éveillent. Aujourd'hui, ce journaliste nous a dit que 26% n'avaient plus confiance dans les médias alors que c'est les médias qui dominent. Ce nombre va continuer à augmenter. Les médecins sont écœurés par les décisions prises par leur ministre de la Santé et vont à son encontre. Et fort heureusement, ils sauvent des vies, eux. Ils ne font pas du placebo. Ils sauvent des vies. Ils sauvent des vies. Et encore un autre effet très positif qui commence à leur faire peur du reste. Je m'inquiète un peu des enfants. Je m'inquiétais un peu des enfants parce que ils n'étaient pas habitués à ça, nos enfants. Ils n'avaient jamais connu la guerre, jamais connu quoi que ce soit. Donc se retrouver du jour au lendemain, comme ça, confinés tout seuls à la maison, sans pouvoir aller voir les potes, ça va être un peu dur pour eux. Mais pas que pour eux. On va lire ensemble un article, mais extraordinaire. Des enseignants inquiets demandent la réouverture des écoles avant que les élèves n'apprennent à penser par eux-mêmes. Les enseignants des écoles publiques ont fait part de leur inquiétude quant aux effets néfastes sur les élèves de la fermeture récente de leur établissement. Les éducateurs du pays craignent notamment que plus les écoles seront fermées longtemps, plus il est probable que les élèves commenceront à penser par eux-mêmes, à acquérir des compétences de vie en dehors du système scolaire public et à réaliser combien ils apprennent davantage à la maison. Nous devons rouvrir les écoles dès que possible avant que les élèves ne retrouvent leur capacité à avoir des pensées indépendantes, a déclaré Madame Jennifer Irka, enseignante de 4e année à Paris. Il s'agit d'une crise urgente, nous sommes conscients que nous devons faire notre part pour empêcher la propagation du virus, mais nous devons aussi empêcher la propagation d'idées non approuvées. Il y a là un équilibre à trouver. Bien sûr, des études ont déjà montré une forte corrélation entre l'enseignement à domicile et un pic inquiétant dans la pensée indépendante. Les élèves qui ont été éloignés du système scolaire public, ne serait-ce qu'une semaine, cessent de se sentir déprimés et anxieux en permanence et montrent même une augmentation choquante de la capacité à développer des pensées et des idées non approuvées par le gouvernement. Les enseignants ont en outre souligné que les parents ne sont pas correctement équipés pour endoctriner leur enfant avec la propagande officielle. Je suis allé à l'école pendant 8 ans pour être capable de faire cela, a déclaré Madame Estragio, une enseignante de maternelle de Nice. Les parents n'ont tout simplement pas l'expérience suffisante pour bourrer la tête de leurs enfants d'une vision du monde partisane, 7 heures par jour, comme je le fais. Alors c'est issu de quelqu'un qui a écrit l'article, c'est The Babylon Bee. C'est un journal satirique anglais qui se moque un peu de tout. Donc je me suis dit, mais après, en y réfléchissant, mais c'est pas si bête, parce que effectivement c'est une situation tout à fait particulière des enfants qui n'avaient pas l'habitude. Ça n'a rien à voir, vous savez, avec les grandes vacances, parce que quand c'est les grandes vacances, on part avec la famille, on va voir des parents, on va jouer avec les autres. Là, c'est tout à fait différent. Ils sont seuls à penser. Ma fille reste seule toute la journée, quoi. Vous voyez ? Donc, elle n'avait jamais vécu ça avant. Et moi, je le vois. Je le vois parce que au début, c'était un petit peu dur parce que ma fille, par exemple, aime bien aller à l'école. Ensuite, elle se dit ah tiens, mais je vais organiser mes journées, je vais voir, on va faire les cours et puis après je vais voir les copains copines. Je dis attends, t'as pas bien compris là que tu pourras pas aller voir les copains copines. Donc là, ça lui a mis un petit coup. Donc grâce quand même maintenant aussi aux médias quoi, ils se font des visioconférences, ils se téléphonent beaucoup, ils sont tout le temps en permanence sur des chats. Mais elle fait des activités qu'elle ne faisait jamais avant. Mais des activités de dingue. Elle s'est découvert une passion pour la cuisine, purée. Quand j'ai commencé à voir tiens papa, faut que t'achètes ça aux courses, Je dis, oh, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là maintenant ça se rallonge, elle fait des trucs de fou. Elle fait de la sculpture, elle fait des dessins, elle fait des trucs incroyables. Et puis, vous avez été nombreux à me envoyer que vos enfants petits, 12 ans, 13 ans en moyenne, disaient « Ah, mais t'inquiète pas papa ou t'inquiète pas maman, de toute façon ils attendent un vaccin. » Hein?
Vous comprenez pourquoi on a déjà gagné? Parce que la génération là qui arrive, c'est la vraie génération Internet. Celle qui est née dedans, depuis tout petit. Et croyez-moi, pour leur bourrer le crâne à ceux-là, ça va être dur, messieurs. Ça va être dur. Alors, pour ne pas rester en reste, et pour faire sourire un petit peu Didier Raoult, à qui on cherche des noix sur l'hydroxychloroquine que l'on a, que des centaines de millions de personnes ont consommé, mais que le gouvernement veut voir les effets négatifs, bah, hier a été signé encore un autre décret. Avec ces mecs-là, on s'ennuie jamais, avec tout ce qu'ils signent, c'est fou, ça. Tenez-vous bien, soyez assis, le gouvernement autorise l'utilisation de médicaments pour animaux sur les malades. Un décret publié au journal officiel prévoit l'usage de médicaments à usage vétérinaire, à même visée thérapeutique, de même substances actives, de même dosage et de même voie d'administration chez les malades. Parce que les animaux sont épargnés par l'épidémie, donc ils voient les moyens médicaux habituellement à leur disposition dans les cabinets vétérinaires être transférés dans les hôpitaux, qui craignent une pénurie de médicaments dans la prise en charge des malades. Donc dans un décret publié au journal officiel, les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, un article autorise les hôpitaux à recourir à des médicaments prévus pour les animaux. Alors moi je suis pas spécialiste, hein, franchement, je veux dire, je suis pas médecin, j'y connais rien. À vous de me dire, vous me mettrez dans les commentaires si c'est les mêmes dosages, parce que je sais pas, moi, comment on fait doser un médicament pour un petit animal, je sais pas, moi, un chat, pour un homme, j'y connais rien. Je peux pas polémiquer, c'est juste extraordinaire où on en est arrivé. La France, 6e puissance mondiale. On n'a rien prévu, on est tout flou. Voilà, c'est assez pour aujourd'hui. J'avais pas prévu que je sois interviewé par le journaliste qui m'a pris longtemps ce matin au téléphone. Et puis ensuite avec ce Skype qui au final ne va servir à rien, quoi. Mais c'est pas grave. On sait jamais, hein, une bonne surprise. Alors hier, je vous ai, dans ma communauté, j'ai posé un petit sondage. Je vous ai dit, voilà, dites les amis, plusieurs d'entre vous me demandent de faire un direct avec vous sur le chat pour poser vos questions. Je sens bien que je ne traite pas toutes vos interrogations et que les émissions en ces temps de confinement pour certains se multiplient. Cela va à des mensonges et journalistes mainstream en théorie les plus hasardeuses et totalement fausses. Comme je n'aime pas du tout m'imposer, je vous demande si un direct où vous posez vos questions vous ferait plaisir. Bien sûr, je continuerai à faire mes émissions. Donc vous avez été 2200 à voter, 52% pas de direct, tes émissions suffisent, 48% oui, un direct serait bien. Donc voilà, pas de direct, pas de souci. De toute façon, il y avait des arguments pour le contre qui étaient qualitativement bien supérieurs aux arguments pour le direct. Néanmoins, est revenu deux problématiques que vous voulez que je traite. Un, c'est the fameux Q. QN. Ok, je fais une petite piqûre. Demain, sur Q. Et du pourquoi il faut rien en attendre pour vous, Français. Enfin, pour nous, Français, pour nous, Européens. Parce que la donne a changé. Tout simplement. C'est plus la même donne. Vous savez, dans un truc, dans une lutte, il y a les forces A contre les forces B. Hein. Donc si A, c'est Q, en ce moment, B lui a mis une belle claque. Et c'est pas aussi simple. Et ensuite, mais je vous ai déjà dit, hein, votre sauveur, c'est vous. N'attendez pas de sauveur. J'ai l'impression que certains attendaient un sauveur venu de l'extérieur, Q, là. Non, non. Votre sauveur, c'est vous. Vous voyez, on réussit. C'est du boulot. C'est du boulot. Ah oui, tiens, j'ai oublié. Une excellente bonne nouvelle. La Fédération du bâtiment, enfin, a mis en place tout ce qu'il faut et recommence le boulot lundi. Donc, lundi, il y a plein de sociétés qui rouvrent. Faut aller bosser, hein, parce que j'arrête pas de le répéter, moi. Faut retourner bosser, hein, parce que sinon, ça va être la catastrophe. La vraie catastrophe, elle est là, hein, si on reprend pas le boulot. Et les sociétés d'autoroute, faites pas chier les camionneurs. Faites payer les péages et vous n'offrez plus aucun service. C'est un scandale que personne ne mette à genoux. C'est Vinci et compagnie qui continuent à faire du racket sur les camionneurs en offrant zéro service. Franchement, ça m'énerve. Ouf. Alors après, vous voulez aussi que je parle d'un truc, mais alors là, mamma mia. Nezara et Gézara. Non mais vous êtes New Age, vous allez tomber dans le New Age le plus total et le plus abscon. Vous savez que c'est un truc qui date
je sais pas moi, avant l'ère Internet. Hein, mais il y a des gens qui me montrent des vidéos de Wilcock, compagnie, là. Non mais attendez, mais vous avez Internet. Mais regardez ce qu'il racontait il y a 10 ans. Regardez ce qu'il racontait il y a 10 ans. Vous allez voir que tout est pipeau, pipeau, pipeau. Mais chaque année, personne, il raconte chaque fois une autre grosse connerie. Le mec, il raconte tout et n'importe quoi. D'accord? Il se fait son beurre, ses conférences, ses vidéos, ses livres, tout. Ça arrive pas. Il se fait oublier pendant 2, 3, 4 mois, 5 mois, en fonction de la grosse connerie qu'il a racontée. Il recommence. Tout le monde. Moi, je fais une émission demain. Le Sauveur Céleste va arriver. Et je fais 3 millions de vues, quoi. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter, quoi. C'est du pur New Age bête et méchant, quoi. Enfin. Faudrait que je vous explique ça, mais bon. Allez. C'était quand même des bonnes nouvelles aujourd'hui. Portez-vous bien. Et puis à demain, je vous ferai un petit truc sur Q. Allez, ciao ciao.